Bonjour. Poursuivons notre série de réflexions sur Patrice Emery Lumumba à l'occasion du centenaire de sa naissance. Nous abordons aujourd'hui de manière plus détaillée la première cause de sa tragédie, en l'occurrence la causalité macro-historique, c'est-à-dire la causalité lointaine. Cette causalité est liée à l'image ou au sens que le dominant, esclavagiste ou colonisateur, avait ensuite du dominer, notamment le noir. Chercher les causes de la tragédie de Lumumba uniquement dans la contemporanéité, c'est-à-dire dans la toxicité des interactions qu'il a connues avec ses contemporains, comme le font les historiens en général, c'est ignorer cette autre causalité, sans doute plus déterminante puisqu'elle forme système. Ce système avait ainsi contribué à un récit dans lequel l'oppresseur occupe le statut actentiel d'opposant et l'opprimé le statut de sujet d'une quête. Ce sont là les clés de ce qu'on appelle le modèle actentiel. Il permet de poser l'hypothèse selon laquelle, dans le déroulement de l'histoire, les noms des personnages changent, mais les fonctions demeurent, tout comme dans le récit, notamment les récits des fictions tels que les contes. Cette permanence actentielle signifie alors que tout au long de l'histoire, on peut observer une certaine régularité dans le déroulement du narratif sociétal, avec une distribution de rôles de façon manifestement similaire entre différentes catégories de personnages, les uns et les autres remplissant quasi toujours les mêmes rôles. Par conséquent, tout au long de l'histoire, un traitement quasi identique sera administré aux différents personnages remplissant des rôles identiques. L'histoire renseigne de nombreuses occurrences de ce type de permanence. Norbert Bumputu répertorie ces remakes dans l'histoire africaine. Il y aurait ainsi, selon lui, un parallélisme entre la chute de Gbagbo, l'assassinat de Kadhafi et la fin de Laurent Désiré Kabila, lesquels présenteraient des similitudes avec la tragédie de Lumumba. Thomas Sankara face à François Mitterrand rappellerait le style de Lumumba le 30 juin 1960 devant le roi des Belges Baudouin Ier, etc., etc. Lumumba a ainsi été l'objet de tels rapprochements et lui-même se comparait à Gandhi. Je mourrai comme Gandhi, confie-t-il à Anissé Kashamura. Il faut un martyr pour libérer le pays. Kashamura, lui, le compare tantôt à Robespierre, tantôt à Napoléon, tantôt à Spartacus. Il écrit « Lumumba était l'homme de foule sans idéologie. Il avait le style d'un Robespierre et il employait les méthodes d'un Spartacus. » Quant à Ralph Bush, représentant de Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, il lui trouve beaucoup de points communs avec Malcolm. Jean-Claude Willam le compare à Fra Girolamo Savonarola, en Italie, au XVe siècle, qui avait tenté d'installer à Florence une république de la vertu au élan vaguement démocratique. Ses outrances des langages, l'intransigeance de sa vision prophétique, fatiguèrent et écartèrent progressivement de lui les plus sages. Il finit condamné au bannissement, arrêté puis déféré à l'Inquisition et enfin livré au bûcher en mai 1498. À l'instar de ce qui se passe à la fin du Quattrocento italien, Lumumba baigne dans un état de crise manifeste où prédominent les rapports de force à l'état brut induit par l'effondrement brutal d'une longue période de sujétion coloniale comparable en cela à Savonarola. Lumumba fit aussi, en tant que Premier ministre, ses prophètes désarmés dont parle Machiavel, qui ne possédait comme arme de combat qu'un discours flamboyant, qu'une tactile d'occupation du terrain offensive, mais sans recul et fréquemment intempestive, qu'un jet politique vague, sans bonne loi ni bonnes armes, qu'un entourage peu fiable et déconnecté de la réalité, qu'une franchise désarmante et sans artifice qui lui fit fatale. Toutes ces similitudes traduisent simplement des rôles actentiels identiques. Quels sont alors les personnages africains qui constituent une lignée avec Lumumba et se trouve ainsi dans le même rôle que lui, celle de sujet poursuivant une quête précise, à savoir la liberté du peuple noir. Rappelons le schéma actentiel déjà évoqué. Nous n'avons repris dans ce schéma que les personnages les plus connus. Ainsi pouvons-nous écrire la longue équation suivante: Lumumba égale Yanga, égale Vita Nkanga, égale Kimpa Vita, égale Makandal,
égale Toussa Louverture, égale Benza, égale Simon Kimbangu, égale Oumniobe, égale Félix Moumié, égale Thomas Sankara, égale Laurent Désiré Kabila, égale autres personnages notoires, égale des anonymes également qui se sont battus pour leur liberté. Voyons aujourd'hui quelques-uns de ces personnages, sujets ayant précédé Lumumba ou ayant vécu dans la même période que lui et qui constituent ainsi sa lignée. Le premier de ces personnages est Gaspard Yanda. Il vécut entre 1545 et 1612. Yanda fut à l'origine un ancien esclave gabonais vendu au milieu de l'année 1500. Affecté dans les plantations de canne à sucre à Veracruz, au Mexique, il y mena une révolte d'esclaves en 1570 et vainquit les Espagnols en 1609. Avec ses partisans, Yanda construisit une colonie que d'autres esclaves fugitifs rejoignaient pour vivre en liberté. Ils vécurent ainsi sans être inquiétés 30 ans durant. La communauté vivait de chasse, d'agriculture et d'élevage et du butin, des rapines, à l'occasion des attaques de caravanes de passage. En 1618, l'Espagne fut contrainte à un accord. La cité construite par Yanda, jadis dénommée San Lorenzo de Negros de Cerralvo, fut baptisée de son nom et une fête y est célébrée en son honneur le 10 août de chaque année. Sa statue y a été érigée en 1970. Le deuxième est Mvitankana, qui vécut entre 1636 et 1665. Né à Mbanza Pongo, Mvitankana se distingua d'abord en tant que gouverneur de la province de Mpangu en combattant les Yaka, ces mercenaires africains qui ravitaillaient les Portugais installés à Luanda en esclaves capturés lors de leur razzia. Devenu roi à la suite de la mort de son père, il se fait remarquer par sa défiance envers l'Église catholique ainsi que son intransigeance pour la traîtrise. Il fit exécuter son propre frère pour avoir empoisonné son père ainsi que sa première épouse et son amant. Opposé au traité de paix conclu entre Congo et la colonie portugaise de Luanda, il eut pour objectif la préservation de l'intégrité territoriale de Congo et surtout sa souveraineté sur ses mines de cuivre. Il tentait par ailleurs de mettre fin au commerce des esclaves. Cependant, quelques élites locales, cherchant la protection du gouverneur de Luanda, promettent à ce dernier d'indiquer l'emplacement des mines. Luanda devenant ainsi une vraie menace, Mvitankana réunit ses forces et les gouverneurs des provinces alliées le 13 juillet 1665 pour leur, dit-il, partir défendre nos terres, propriétés, enfants et femmes, nos propres vies et nos libertés dont la nation portugaise va s'emparer pour les dominer. C'est ainsi pour la toute première fois dans l'histoire qu'un souverain africain ose organiser une offensive contre les Portugais. Ce fut la bataille d'Anguilla dans l'actuel Angola le 29 octobre 1665, considérée comme l'une des plus grandes batailles de l'Afrique centrale avant la colonisation. Mais l'armée de Mvitankana fut défaite par les Portugais et leurs alliés, notamment les mercenaires Yaka, conduits par un officier métis, Luis Lopez de Sequeira. Le roi fut décapité et sa tête promenée dans la ville avant d'être enterrée dans une chapelle, tandis que sa couronne et son sceptre étaient envoyés à Lisbonne comme trophée. Malgré tout, Mvitankana sera décrit comme égal à un grand capitaine, l'homme le plus courageux à travers les âges. Il marchait avant tout avec une machette épais. Il est reconnu comme incarnant la défense de la souveraineté Congo et la lutte pour son unité. Le troisième personnage est Kimpavita, qui naquit vers 1684 et mourut en 1706. Kimpavita naquit en Mbanza Congo et fut baptisé sous le nom de Dona Beatriz. Son nom africain Kimpavita signifie la jumelle née de la guerre, car elle naît et grandit dans un climat de guerre civile permanente qui secoue le royaume pendant près de 20 ans. Deux causes sont à l'origine de cette guerre. D'un côté, les conflits de succession et de l'autre, la volonté de conquête des Portugais, désireux de contrôler totalement le territoire afin de préserver leur activité de la traite esclavagiste. Kimpavita est la symbiose de la théologie catholique et de la spiritualité africaine, formée comme Nanga Marinda, autrement dit, un médium permettant à la communauté de résoudre les problèmes surnaturels. À 20 ans, elle annonce avoir été visitée par saint Antoine de Padoue, un prêtre franciscain portugais du XIIIe siècle,
canonisé par l'Église catholique pour ses guérisons et ses miracles. Le saint l'aurait investi de la divine mission de réunir le royaume autour de son ancienne capitale, Sao Salvador, la Nouvelle Jérusalem. À ce syncrétisme, elle ajoute un discours de fierté noire appelé à un grand avenir. Elle professe le caractère béni de la race noire et propose ni plus ni moins que l'africanisation du christianisme. Selon ses enseignements, Jésus est noir, qu'il serait né en Banza-Congo et par conséquent, la Terre Sainte est située au Congo. Son mouvement, l'antonianisme, prend de l'ampleur et finit par compter plus de 800 000 fidèles. Son discours, qui s'oppose aux missionnaires européens accusés de sorcellerie, attire le cours de la hiérarchie catholique. Kim Pavita a en outre adopté des pratiques jugées blasphématoires et hérétiques par la hiérarchie catholique. L'Ave Maria et le jeûne en carême sont interdits, la polygamie est agréée, outre le fait qu'elle pratique la rémission des péchés par l'exposition à la pluie, etc. Ses ennemis cherchent alors un prétexte pour la faire tuer. L'occasion leur est fournie lorsque Kim Pavita met au monde un enfant. Il conteste alors sa sainteté et réprime son mouvement avec le soutien du roi Pierre IV. Arrêté, jugé et condamné, Kim Pavita est brûlé au bûcher le 2 juillet 1706 avec son compagnon et son enfant dans les bras. Elle n'est alors âgée que de 22 ans. Le quatrième personnage s'appelle François Macandal, dont on ne connaît pas exactement la date de naissance, mais la date de sa mort est connue, c'est 1758. Ce personnage, en quête de liberté, est originaire du royaume Congo, mais les aléas des razzias esclavagistes nous obligent à le retrouver à Saint-Domingue. Son nom, c'est donc François Macandal ou Makanda. Il est esclave sur une propriété de Saint-Domingue. Il perd une de ses mains dans un moulin à Cannes. La légende raconte qu'ayant séduit une jeune esclave noire dont son maître était également épris, Macandal aurait été soumis à des maltraitances, ce qui l'a obligé à fuir la propriété. Il reste dans le marronnage et demeure insaisissable pendant 18 ans. Commence alors sa période de répression contre les maîtres esclavagistes français. Macandal est grand connaisseur de poisons préparés à partir de plantes. Il les distribue aux esclaves, chargés de les mélanger aux boissons ou aux aliments des Français. Devenu un chef charismatique, Macandal unit les bandes d'esclaves marrons et crée un réseau d'organisations secrètes dans les plantations. La nuit, des actions sont menées par des esclaves qui tuent leurs propriétaires et vont grossir les rangs de ses fidèles. Mais, trahi par l'un des siens, il est capturé, jugé et condamné à mort. Il est condamné donc au bûcher et brûlé vif sur la place publique au Cap Français le 20 janvier 1758. Le cinquième personnage est Toussaint Louverture, né en 1743 et mort en 1803. Toussaint serait fils d'un Africain du Bénin déporté comme esclave. Ayant appris à lire, il semble que sa conscience aurait été éveillée par un passage de l'Histoire des deux Indes de l'abbé Raynal qui déclare: Il ne manque au nègre qu'un chef assez courageux pour le conduire à la vengeance et au courage. Où est-il, ce grand homme que la nature doit peut-être à l'honneur de l'espace humain? Où est-il, ce Spartacus, nouveau qui ne trouvera point des Crassus? Alors disparaîtra le code noir, et que le code blanc sera terrible, si les vainqueurs ne consultent que le droit des représailles. Suite à l'insurrection des esclaves du Bois Caïman, la nuit du 22 au 23 août 1791, Toussaint rejoint les insurgés. Il fait preuve de courage et démontre des grands talents de stratège, enfonçant les brèches, ce qui lui vaut le nom de l'ouverture. Après un passage dans le camp des Espagnols qui combattent la France et l'ont propulsé général, mais ne consentent guère à abolir l'esclavage, Toussaint rejoint le camp des Républicains. Il parvient à chasser les Anglais, puis devient gouverneur de la colonie. En France, le premier consul Bonaparte est irrité par les velléités autonomistes de Toussaint. Il envoie sur l'île le général Leclerc avec une troupe de 25 000 hommes. Toussaint est dénoncé par un de ses seconds, Jean-Jacques Dessalines, puis arrêté et incarcéré à Fort-de-Joux, dans le Jura, qui est l'un des endroits les plus froids de la France. Il y tombera malade et finira par
mourir. Sur place à Saint-Domingue, un nouveau soulèvement a lieu suite au rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. Les troupes, conduites cette fois par Dessalines et Christophe, viennent à bout de l'éclair et le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance. Le 6e personnage est Béhanzin, de 1845 à 1906. Béhanzin était descendant du roi Guézo. Son père Glélé avait rejeté l'idée d'un protectorat accordant des droits aux Portugais sur les terres d'Ouida, jugeant inacceptable de laisser les Européens s'accaparer des terres des Africains. Glélé, le père de Béhanzin, affirmait qu'il vaut mieux que chaque nation gouverne ses terres. Les Blancs avec les leurs et leurs rois, et moi, roi du Dahomey, avec les miens. Béhanzin suivit cette ligne de conduite. Et devenu roi, il fut confronté au tout premier affrontement entre les troupes dahoméennes et françaises. Cotonou fut bombardé et les autorités dahoméennes furent emprisonnées à Porto Novo. En guise de réponse, Béhanzin captura 8 ressortissants français et proposa d'échanger leur liberté contre celle des siens. Il protesta par écrit auprès du président français à propos du mauvais jeu des Français, qui était de connivence avec le roi de Porto Novo, tout en soulignant son désir de paix. Mais le ton était assez ferme. Il écrit: Ce n'est pas à la France que nous faisons la guerre, c'est au roi de Porto Novo. Quant à Cotonou, jamais nous l'avons donné et nous ne le céderons. Ou encore, dans une autre lettre, il écrit: Si vous n'êtes pas content de ce que je vous dis, vous n'avez qu'à faire ce que vous voudrez. Quant à moi, je suis prêt. Vous pouvez venir avec vos troupes ou bien descendre pour me faire une guerre acharnée. Puis, la première fois, je ne savais pas faire la guerre. Maintenant, je sais. Si vous commencez la guerre, j'ai des troupes prêtes pour cela. J'ai tant d'hommes qu'on dirait des vers qui sortent du trou. Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir à ce que je fais. Le gouvernement français, qui manifestement cherchait un prétexte, déclara alors la guerre au Dahomey. Le pays résista 14 mois, puis vaincu, le palais brûlé et les trésors pillés. Béhanzin fut déporté en Martinique. Le 7e personnage est Simon Kimbangu, qui vécut de 1887 à 1951. Kimbangu est un dirigeant spirituel congolais, un prédicateur dans les années 1920. Baptisé par la Société des missionnaires baptistes en 1915, il est éduqué pour devenir catéchiste. Son discours est d'abord religieux. Et Kimbangu acquiert très vite la réputation de ressusciter des morts, de guérir différentes affections. Il rend la vue aux aveugles, il fait parler les sourds et muets, et même, il ressuscite les morts. Mais très rapidement, son discours se fait nationaliste, d'autant plus que Kimbangu se réclame de Kimpavita, assassiné 2 siècles plus tôt. Le 6 avril 1921, il affirme avoir reçu, suite à une vision divine, la mission d'apporter aux Bantous un message nouveau qui prédit leur libération sur un plan spirituel et physique, ainsi que l'indépendance du Congo et la reconstitution du paradis dans l'Afrique centrale. Il déclare: Un jour, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Il suscite un sentiment anti-européen, ce qui alerte les missionnaires catholiques et protestants, puis les autorités belges. Elles finissent par l'arrêter et le juger pour sédition. Le 12 septembre 1921, il est condamné à mort. Le roi Albert Ier commut sa peine en réclusion à perpétuité, assortie de 120 coups de fouet. Il purgera sa peine de prison dans le Katanga, à plus de 2000 km de sa province d'origine. Il y meurt après 30 ans d'emprisonnement. Le 8e personnage est Ruben Umniobe. Nommé Mpodol, c'est-à-dire celui qui porte la parole des siens, fut un leader politique camerounais. Il a connu la colonisation allemande puis française. Engagé dans la jeunesse camerounaise française, puis au sein de l'Union des syndicats confédérés du Cameroun, il prit rapidement conscience des injustices que subissait son peuple. Il cofonde l'Union des populations du Cameroun, UPC, en 1948. Le parti prend une part très active dans la lutte pour l'indépendance. Très charismatique, Umniobe développe la vision d'un Cameroun uni, indépendant et prospère. Ainsi, il dénonçait le tribalisme et les divisions imposées par le colonialisme. Après le massacre des militants de l'UPC par l'armée coloniale en mai 1955, l'UPC est interdite et ses dirigeants traqués. Umniobe entre en clandestinité
tandis que son plus proche collaborateur, Félix Moumié, prend la route de l'exil. Niobé resta caché pendant 3 ans, jusqu'à la découverte de sa cachette dans la forêt le 13 septembre 1958. Pourchassé et sans armes, il sera froidement abattu de plusieurs balles dans le dos. Son corps sera traîné et défiguré sera exposé sur la place publique afin de servir de leçon. À ces figures les plus notoires, on pourrait associer d'autres, notamment des chefs marrons tels que Ganda Zumba puis Zumbi au Brésil, les dirigeants marrons Belaka, Rock, Pambloz, Tatamaka et Kaitan, qui étaient chefs de bande fugitive entre 1797 et 1823 à Maurice, mais également de nombreuses autres figures, notamment féminines, telles que Nzinga, qui fut reine du royaume de Congo et de Matamba dans l'actuel Angola. Et la liste est loin d'être exhaustive. Il faut ajouter des millions d'anonymes qui, soit soumis, soit révoltés, ont de tout temps recherché ou simplement rêvé de la liberté comme objet des quêtes, car les nègres ne se laissèrent pas toujours mener comme des moutons à l'abattoir. Philippe Audrey dénombre 12 révoltes sur 13 825 qui aboutirent à la libération d'esclaves, avec comme conséquence que le récit de quelques-unes d'entre elles nourrit l'espoir des captifs et entretient l'inquiétude des matelots. Il est rapporté en outre le récit de 75 hiboux qui, en 1803, choisirent de se jeter dans la mer et de mourir noyés plutôt que d'être vendus comme esclaves. Ils étaient destinés à une rizière réputée pour sa brutalité. Que nous enseignent ces récits? 3 choses essentiellement. D'abord, que la lignée des prédécesseurs de Lumumba, ces nègres révoltés par leurs conditions et mus par la quête de la liberté, cette lignée donc est très longue. Ensuite, que la réaction du dominant à leur quête a toujours été empreinte de violence, s'attaquant au corps en vue de dissuader toute tentative de rébellion. Des exemples d'extrême violence soumettant les corps aux pires souffrances y sont mentionnés, tels celui de Kimpa Vitaï Matandal, livré au bûcher, de Vitakama décapité et de tant d'autres encore, jusqu'à Lumumba, exécuté au bout d'une passion qualifiée de Via Crucis, chemin de la croix, par Norbert Mbontutu. Enfin, on note de manière récurrente la trahison de certains héros par leurs propres frères de race. Makandal trahi par les siens, de même que Toussaint Louverture, Béhanzin, encore une fois, jusqu'à Lumumba. Par rapport à la tragédie du héros congolais, Joseph Mobutu, Damien Kandolo et Victor Ndaka comptent parmi ces personnes qui ont inscrit leur nom sur la longue liste de ceux qui ont trahi leurs frères de race. Pour approfondir le sujet, notamment ses soubassements théoriques, nous vous invitons à consulter notre récent ouvrage « Ceci n'est pas qu'une dent », le tome 1, Macro-Histoire, Biocénie au pouvoir et Passion des corps dans le récit des 52 derniers jours plus 3 de Patrice Emery Lumumba, ouvrage paru cette année même aux éditions du Net. Rendez-vous au prochain épisode.